Merci beaucoup Serge de m'avoir invité pour pouvoir initier un débat sur éthique et nanomédecine. Il est vrai qu'au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, nous avons émis un avis concernant cette problématique particulière. Alors, si vous voulez bien, on va définir ensemble, c'est une habitude qu'on a prise, nous et bien d'autres, ici et en Europe et à travers le monde, de s'accorder sur le vocabulaire. Il paraît que c'est une citation de Platon, si on ne s'accorde pas sur le vocabulaire, alors on ne s'entend plus. On pourrait dire aussi avec un néologisme qu'on babélise le débat. Donc il est important de s'accorder sur les définitions. Alors d'abord, sur quel principe éthique on s'appuie pour une réflexion dans le domaine des sciences de la vie et de la santé? Il y a toujours 4 principes sur lesquels on s'appuie. D'une part, l'autonomie de la personne. Vous imaginez en dehors des sens se jouer de mots à propos et après l'exposé sur l'imaginaire, vous imaginez un peu ce que, quand on compare nanoparticules d'une part, nanomédecine ensuite l'application à la médecine des nanotechnologies et ce que va penser l'individu. Et à ce sujet, vous savez qu'il y a des travaux tout à fait remarquables, et notamment au Collège de France, et notamment dans l'équipe de Stanislas Dehaene, qui essaie de faire correspondre maintenant le cerveau au sens anatomique du terme et la pensée au sens immatériel. C'est pas E égale MC2, mais c'est un petit peu quand même cette dynamique-là, si j'ose dire, sans se jouer de mots non plus, c'est-à-dire du cerveau à la pensée. Donc là, du cerveau à la pensée, quand on imagine 30 secondes les particules et qu'on laisse voguer sa pensée et qu'on imagine, on a déjà eu un exposé sur l'imaginaire à ce sujet, et ça touche à l'autonomie. C'est-à-dire d'emblée le sujet, la personne en l'occurrence, c'est-à-dire l'être humain passé dans la société avec toutes ses composantes sociétales, se pose la question de savoir en quoi est-ce que ça va toucher mon autonomie. Le deuxième aspect, notamment en médecine, et ça c'est très général en médecine, ce sont les 2 autres principes. Si on peut parler de principes, c'est bienfaisance et non-malfaisance. C'est-à-dire que, et on en a parlé tout au long de cette journée, c'est les nanoparticules engagées dans la nanomédecine, c'est dans un cadre de bienfaisance, en tout cas on l'espère, et non-malfaisance. Mais alors on a un exposé précédent qui nous montre que quand on utilise par exemple les nanoparticules vectrices de chimiothérapie dans le cancer du foie, on a une bienfaisance bien sûr, mais aussi on a une malfaisance. C'est-à-dire qu'on a des effets qui sont des effets indésirables. Vous savez, c'est une problématique absolument majeure. Je ne voudrais pas souligner ce qui s'est passé récemment et que chacun connaît en ce qui concerne un médicament. Il faut vous dire qu'en ce qui concerne ce médicament, ça peut se reproduire tout à l'heure pour d'autres médicaments et demain pour 200 autres médicaments. Donc maintenant, une problématique majeure est posée quand il s'agit d'un traitement parmi la thérapeutique, ce qui concerne ceux qui sont linguistes et attachés à la sémantique, c'est les traitements dans la thérapeutique. Donc on veut faire acte de bienfaisance et de non-malfaisance. Et on s'est rendu compte tout à l'heure à propos du traitement du cancer du foie avec certaines nanoparticules chargées d'une chimiothérapie que c'est loin d'être facile. Et enfin, la justice, et notamment la justice thérapeutique, la justice individuelle. Et on sait qu'en matière de traitement, de thérapeutique de manière générale, les accès aux soins ne sont pas égaux en fonction des populations auxquelles on s'adresse. Et qu'en sera-t-il en ce qui concerne les nanotechnologies appliquées à la nanomédecine? Et tout ça dans le respect de la dignité et de la personne, et non pas de l'être humain. C'est encore une fois, c'est l'agrégation de métabolismes divers en termes d'être qui vient d'être naissant et qui va être introduit dans la société et devenir une personne. Donc on fait bien, et très souvent, je fais partie de ceux qui font bien la différence entre l'être humain et la personne humaine. Et puis dans le respect de la vie, et là, à la fin de mon exposé, si vous permettez, on va voir quelle importance ça a en ce qui concerne l'avenir de l'espèce humaine, qui, vous savez, est sans se jouer de mots et sans pontifier du tout, sans empouler du tout les phrases, qui est véritablement une préoccupation absolument majeure dans l'éthique, de l'éthique, c'est-à-dire de la morale, de l'exercice de la morale active. J'adopte cette définition-là, de l'exercice d'une morale active en ce qui concerne l'avenir de l'espèce humaine. C'est notre espèce. En ce qui concerne la santé, de quoi parle-t-on? Et ça va intervenir aussi dans mon propos en ce qui concerne l'application des nanotechnologies en médecine. On s'accorde sur, je fais partie de ceux qui s'accordent sur la définition Organisation mondiale de la santé du terme, c'est-à-dire absence de maladie, et certains, notamment certains philosophes, dont André Comte-Sponville, pour ne pas le citer, mais on peut le citer, il s'engage tout à fait dans cette démarche, dit la santé, c'est l'absence de maladie. Or, on ne dit pas quelqu'un est en santé, donc on a eu un débat à ce sujet, on dit quelqu'un est en bonne ou en mauvaise santé. Donc en fait, la santé, en tout cas je fais partie de ceux qui,
comme pour la définition de l'OMS, pense que la santé, c'est l'agrégation, sans se jouer de mots encore une fois, à propos des nanoparticules, d'absence de maladie, donc de bons diagnostics et de bons traitements. Et je dis bon diagnostic et bon traitement, et c'est un sujet tout à fait d'actualité, notamment à la suite de l'affaire X dont j'ai parlé tout à l'heure, du médicament, puisque ayant participé, et c'est pas un exploit, et je ne suis pas un héros, aux assises du médicament, j'ai voulu souligner que le premier effet indésirable d'un médicament, c'est l'erreur de diagnostic. Donc, en l'occurrence, ici, dans l'absence de maladie, c'est d'abord le bon diagnostic et ensuite le bon traitement et la bonne application du bon traitement pour un bon diagnostic. Mais c'est aussi l'accession au bien-être, et l'exemple, c'est, par exemple, la vaccination, dans le cadre de la prévention, avec les vaccins qui ont été notamment discutés, notamment en ce qui concerne le H1N1, et lui, on vient d'en donner un exemple, mais c'est aussi l'épanouissement de l'individu. Au terme de tout ça, dans le cadre de la santé, quand on fait un bon diagnostic, on fait un bon traitement, on prolonge la vie d'un sujet qui a été malade et qui aurait pu mourir. J'insiste sur ce sujet, on garde ça en tête parce que vous allez voir les implications à la fin de mon exposé. Mais c'est aussi l'accession au bien-être. Mieux vaut être vacciné contre la rougeole pour ne pas faire une bronchiolite avec, je suis pneumologue d'enfants, donc avec toutes les conséquences de ce qu'on appelait les bronchites capillaires, donc les bronchiolites liées à la rougeole. Je vous rappelle qu'avant les campagnes allergiques de vaccination, c'était 2 millions de morts par an sur la planète. C'était pas l'encéphalopathie de Van Bogart, c'était les complications respiratoires de la rougeole, et notamment dans les populations vulnérables, et c'est aussi l'épanouissement de l'individu. Un individu qui est bien soigné, qui est bien protégé, va pouvoir s'épanouir à l'intérieur de sa société. Et quand on parle de l'allongement de la durée de vie actuellement, dans l'allongement de la durée de vie, il y a aussi la préservation de la création. C'est ce que souligne par exemple Miroslav Radman, qui est un des promoteurs des individus à 130 et 150 ans, par exemple. C'est pas seulement le prolongement de la durée de vie, c'est aussi le prolongement de la durée de santé avec des gens de 130 ou 150 ans qui auront encore des pouvoirs créatifs. Et quand on croise ces principes éthiques et la conception de la santé, c'est tout ça à la source de toute réflexion éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Donc on part, si vous voulez, de ce croisement, de cette disposition matricielle entre, d'une part, les principes et d'autre part, la santé. Alors les nano-éléments, alors, il est hors de question de résumer ce qui a été dit au cours de cette journée. C'était magnifique, mais qui m'intéresse de manière comme ça, par goût. On peut aimer certaines peintures, ce que je fais aussi, certaines sculptures, ce que je fais aussi. Et puis j'aime beaucoup ce domaine des nanoparticules, soit naturelles, elles existent depuis comme vous savez, des milliards d'années, soit manufacturées, et c'est bien ce qu'on va faire, c'est bien ce dont on parle actuellement, des nanoparticules manufacturées entrant dans, notamment, la conception de certains traitements dans le cadre de la nanomédecine. Mais les particularités de ces nano-éléments, on va dire, qui entrent dans la réflexion éthique sont, d'une part, l'échelle moléculaire, on vient d'en parler, et je n'aurai pas l'outrecuidance de répéter ce qui a été dit excellemment tout au long de cette journée, mais cette échelle moléculaire fait que, et cette bioréactivité, cette bioréactogénicité liée aux propriétés physiques de surface dont on a parlé aussi, hormis la constitution chimique, dont on a bien parlé aussi, il a bien été dit tout à l'heure, notamment quand ce concerne les dioxydes de titane, c'est pas seulement le dioxyde, c'est pas seulement le titane, c'est aussi la conformation spatiale de la nanoparticule, soit sous forme de nanotubes, soit sous forme de fullerènes, soit sous forme de sphères, les nanotubes étant beaucoup plus réactogènes, comme vous a dit, que les fullerènes. Donc c'est cette bioréactogénicité liée aux propriétés physiques de surface qui inquiète, qui interpelle, d'ailleurs pour utiliser un mot à la mode, avec aussi un caractère intrusif, et très rapidement on a su que les nanoparticules, par exemple, étaient des éléments franchisseurs de membrane, en particulier la barrière hématoménagée. Quand on a parlé tout à l'heure de la possibilité d'impact des nanoparticules sur le fonctionnement cérébral, en dehors de celui qui est étudié par exemple au Collège de France, cette excellente équipe de Stanislas Dehaene, il y a aussi la possibilité, utilisant les nanoparticules, de modifier précisément cette physiologie cerveau-pensée, avec des activateurs, notamment en médecine humaine, de processus vitaux. On a les nanos, etc. d'un côté, et puis les omics de l'autre, et l'intervention et le croisement entre les deux fait, est-ce qu'on va devoir étudier les nano-omics? Et puis c'est le couplage à d'autres nouvelles technologies. Il n'y a pas que les nanoparticules, il y a aussi d'autres nouvelles technologies, notamment les biotechnologies extrêmement sophistiquées, qui peuvent faire intervenir les deux types de technologies. Alors, que va-t-il en advenir? Et qu'est-ce que ça va me faire, moi, en tant que personne humaine? Et en fait, c'est une révolution actuellement qui semble plus technologique, en attente peut-être d'une révolution scientifique. Alors sans se jouer de mots et sans jouer les pédants,
Donc on fait bien une différence, en tout cas c'est la différence qu'on a voulu faire au Comité national d'éthique entre, d'une part, la connaissance, c'est-à-dire la nanoscience, et l'application de la science en termes de technologie. Et dans l'état actuel des choses, il nous semble plus qu'il faille réfléchir en termes de nanotechnologie plutôt qu'en termes de nanoscience. C'est-à-dire que les technologies nano n'ont pas introduit un concept réflexif qui fait qu'on pense autrement et qu'on va acquérir les connaissances de manière différente. En tout cas, pour l'instant, mais ça va peut-être venir. Donc, ayant posé tout ça, il va bien falloir faire adhérer les personnes à ces nanotechnologies appliquées à la médecine. Et pour faire adhérer la personne à la notion de progrès constituée par les applications et les nanotechnologies en médecine et à la participation à leur développement et à leur utilisation, tout c'est bien ce qui va devoir se faire, il y a une absolue nécessité, et ça c'est un thème récurrent, d'information en amont et de concertation avec les experts et les politiques. Alors c'est applicable, et dire, certains seraient là et diraient, bon, écoute Alain, c'est une tarte à la crème, à chaque fois tu nous resserres la même chose. Je ne resserre pas à chaque fois la même chose, je resserre la même chose quand il me semble utile de le faire. En l'occurrence ici, quand on va sortir, on peut sortir ici et s'adresser à la population et dire, monsieur, madame, qu'est-ce que c'est qu'une nanoparticule? Je ne suis pas certain qu'il y ait une majorité de gens qui sachent. Donc au moment où on va introduire ces nanotechnologies dans la médecine pour soigner au sens OMS du terme, non seulement je vais vous soigner et essayer de vous guérir, mais en plus je vais améliorer, j'espère, votre bien-être et faire en sorte que vous vous épanouissiez de manière conséquente avec l'allongement de la durée de vie dans votre société. Dans ces conditions, il va bien falloir informer la population et se concerter avec la population suivant un modèle qui m'est extrêmement cher, non pas top-down, mais bottom-up, dire d'abord créer des modèles avec la population, les faire adhérer, pas de manière consentie, mais par choix à ces nouvelles technologies, consenties ayant une connotation qui est de soumission, donc plutôt de choix éclairé aux nanotechnologies, et par conséquent avec une information et une concertation en amont avec les experts et les politiques. Et à ce sujet, et j'insisterai pas très longtemps, il y a quelque chose qui m'est extrêmement cher, et je trouve absolument remarquable, qui a fait l'objet d'un article dans Le Monde, c'est toujours très chic de dire ça, mais très sérieusement, c'était la notion de revisitation de la notion de progrès par deux grands économistes prix Nobel, Amartya Sen en 98 et Stiglitz il y a 2-3 ans, en revisitant la notion de progrès et qui s'applique tout à fait aux nanotechnologies. Le progrès, c'est quoi en définitive? Le progrès, c'est le rapport, le développement, notamment économique d'un pays, le développement scientifique d'un pays au sens connaissance du terme. Et on va revoir ça très rapidement, le développement économique d'un pays, le développement financier d'un pays, où est-ce que ça doit servir la population? Donc la question qui se pose, c'est à quoi et à qui cela sert? Ce sont les questions absolument fondamentales dans l'abord des nouvelles technologies. Et puis, c'est à cette occasion la mise en œuvre du débat citoyen. Vous allez me dire vaste sujet, mais il se trouve que le Comité consultatif national d'éthique, par la révision de la loi bioéthique de 2004, donc en 2011, va être chargé notamment du débat citoyen en ce qui concerne la bioéthique et aussi les neurosciences. Donc on va passer, en tout cas on l'espère, d'un consentement, ce que je viens de dire, à un choix éclairé. En ce qui concerne le contexte scientifique actuel, dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, donc il y a un contraste entre eux, et ça c'est un schéma qui m'est extrêmement cher, entre l'évolution des types exponentiels des connaissances, dites fondamentales, on peut dire aussi cognitives, et technologiques, notamment la génétique et génomique, les biothérapies, les nanotechnologies, la biologie synthétique, et puis le retard mécanique d'une éventuelle applicabilité chez l'homme. Et moi j'aime bien le schéma qui fait un delta entre l'évolution exponentielle des connaissances, vraiment au sens scientifique du terme, mais aussi des applications technologiques, d'une part. On a l'impression d'être de plus en plus intelligent. Et ce que nous disent les anthropologues, et notamment Françoise Héritier, c'est que la dynamique réflexive de l'espèce humaine n'a pas changé pratiquement depuis l'Homo sapiens sapiens. C'est-à-dire qu'on se targue d'avoir une intelligence nettement supérieure à nos illustres ancêtres, et en fait, les études sérieuses au plan anthropologique montrent que la naissance et la conservation du feu, la naissance et la conservation des objets de silex, la naissance et la conservation du bronze, la naissance et la conservation du fer, etc., sont absolument des découvertes géniales, au même titre que E égale MC2 ou que la physique quantique, au même niveau. En revanche, ce qui croît de manière exponentielle, ce sont les connaissances technologiques. Et ce delta qui s'accroît actuellement oblige absolument
à une réflexion éthique sur qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut devenir avec les connaissances technologiques et les applications possibles qui sont à notre disposition. Autrement dit, tout ce qui est faisable n'est pas pour autant autorisable, et la question se pose et va continuer à se poser de manière exponentielle en ce qui concerne le marché des nanotechnologies. Le débat va concerner notamment le rapport bénéfice-risque dont on a parlé, et je vais aller extrêmement rapidement. Le bénéfice est apporté par les nouvelles technologies, dont les nanos, et là il y a une conception absolument essentielle qui doit être mise en place, c'est de l'homme réparé pour un homme normal. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple. Est-ce qu'on va améliorer les techniques d'électrostimulation en ce qui concerne la maladie de Parkinson? Pourquoi pas, et certainement avec les nanotechnologies. Ça, c'est un apport absolument considérable, en espérant qu'avec ces techniques nano, on aura une persistance de l'effet, contrairement peut-être à ce qui se passe actuellement. Dans ce type de maladie neurodégénératives et d'autres, peut-être. À l'homme augmenté pour une nouvelle normalité. Et ça, c'est une problématique absolument majeure. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec les nanos qui vont donner la possibilité d'introduire des nanopuces, des nano-éléments, des nanomatériaux, des nanorobots, on va vouloir, etc. C'est vrai qu'on a quitté absolument la science-fiction maintenant. On est capable de faire en biologie synthétique de la création du néo véritablement vivant, pas complètement encore actuellement, mais quand même de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on veut véritablement mieux réparer l'homme? Ou bien est-ce qu'on veut créer un homme nouveau? Et ça, c'est une problématique absolument majeure qui, vous savez, est financée à hauteur de milliards de dollars aux États-Unis, donc c'est pas une plaisanterie. Et puis le risque en termes de probabilité de survenue d'un danger, et non pas d'un danger lui-même, donc il y a le danger d'un côté, peut-être initié par les nanoparticules, et puis d'autre part la probabilité de survenue. Et là, il y a une problématique qui se pose, c'est que pour une personne donnée, le risque, la probabilité de survenue d'un danger lors de l'utilisation de nanos, par exemple, dans le cancer du foie, n'est pas le même, ce risque de survenue, entre deux personnes, en fonction des facteurs de gravité qui sont associés intrinsèquement à la personne. Toutes les personnes étant porteuses d'un cancer du foie et toutes les personnes pouvant bénéficier de traitements de nanoparticules associés à une chimiothérapie. Et chaque personne a son individualité, et c'était bien connu en pneumologie pédiatrique, par exemple. On savait très bien que pour des mucoviscidoses qui étaient génétiquement identiques, par exemple delta F508 homozygote, on avait des évolutions de la pathologie respiratoire qui étaient très différentes d'un sujet à l'autre, pour une même génotypie. On avait une phénotypie qui était extrêmement différente. Et on a commencé à comprendre qu'il y avait des facteurs de risque génétiquement contrôlés aussi, ou génomiquement contrôlés aussi, qui différaient d'une personne à l'autre pour un même génotype, disons, delta F508 homozygote. Donc quel danger, quel risque, avec des connaissances en ce qui concerne les nanoparticules et les nanotechnologies qui sont en cours d'acquisition. On ne sait pas encore, et ça a bien été dit tout à l'heure, quelles sont toutes les conséquences de l'utilisation des nanotechnologies en médecine. En ce qui concerne ces prises de décision en définitive, au niveau gouvernemental et au niveau politique, on est dans la situation de la prise de décision publique en situation d'incertitude scientifique. Le danger est identifié mais mal connu. Le risque ne peut être chiffré, notamment à titre individuel, on vient d'en donner un exemple. Le degré d'incertitude est extrêmement grand, à la différence de ce qui se passe dans la prévention. Les moyens d'évitement sont par nature inexistants, puisqu'on ne connaît pas les trois premières rubriques. Et les questionnements éthiques portent notamment sur l'atteinte à l'autonomie de la personne, au risque de malfaisance et au doute quant à la possibilité d'un choix éclairé. Donc on utilise tout ce qu'on a énoncé tout à l'heure. Enfin, il utilise des conditions spatio-temporelles de la prise de décision dans le contexte scientifique donné, avec un déficit de repères par nature. Plus on va avancer vers les nouvelles technologies, et moins on aura de retour d'expérience et donc d'apprentissage organisationnel, suivant le modèle dit REX-AO, retour d'expérience et apprentissage organisationnel, du groupe Saint-Denis, ça fait toujours très chic quand je dis ça, de l'école des mines de Paris, c'est-à-dire la science des risques. Donc on a un déficit de repères, on ne peut pas s'appuyer sur des repères qui sont des retours d'expérience, ils n'existent pas actuellement, par nature, avec les nouvelles technologies. Et la mise en place d'un système de pilotage et de suivi, alors ça c'est absolument remarquable, pas ma diapositive, pas du tout, mais cette filiation qui existe entre chercheurs, producteurs, distributeurs, médecins et patients sans conflit d'intérêt. Or quand vous prenez chaque élément de la chaîne, chacun peut être nourri d'un conflit d'intérêt. Le chercheur peut dire, mais moi, m'en fous moi de ce que vous allez faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est continuer la recherche avec tout le financement qui est à côté, sur les nanotechnologies. Le producteur, c'est la même chose, le distributeur aussi, médecin, etc. Et ça, c'est valable. Quand on parle de distributeur, ça peut être pharmacien aussi, quel que soit le niveau.
avec une responsabilité, et là, j'allais dire presque juridique des parties prenantes, et une transparence et objectivité des évaluations, en voulant, sans le faire, notamment allusion aux déclarations publiques d'intérêt. Alors, vers quel idéal de l'homme biotechnologiquement nouveau on veut aller? D'abord, l'homo biotechnicus post-humain, constaté. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va utiliser les nanotechnologies en médecine, et on va avoir une conséquence involontaire, on ne sait pas du tout, on n'a pas de retour d'expérience, des applications non ou mal contrôlées des biotechnologies chez l'homme dans la lignée des sélections naturelles. Ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, là, c'est un petit peu trivial. C'est pour un sujet donné, on utilise cette technologie, cette nanotechnologie, on ne sait pas très bien chez ce sujet-là ce qui va advenir, notamment des effets secondaires. Quel idéal? La meilleure adaptation pour le maintien d'une harmonie dans le cadre de la biodiversité. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'homo biotechnicus transhumain programmé, pour terminer. Là, cette fois-ci, le résultat voulu est d'un programme biotechnologique de Converting Technologies, vous savez, ça c'est bien connu maintenant, des technologies convergentes, on en a parlé tout à l'heure, qui introduit les nanotechnologies, biotechnologie pour le B, technologie de l'information pour le I. Je vous rappelle que quand on pose la question avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait, on répond l'information, et les sciences cognitives, ayant pour objectif la transformation de l'espèce et la mise en interface homme-machine. Quel idéal? Là, c'est la création, nécessaire idéologiquement pour ceux qui soutiennent cette théorie, d'une espèce adaptée au nouveau monde technologique en préparation et les moyens adoptés pour en contrôler l'évolution. Cette fois-ci, on n'est pas tout à fait dans la nanomédecine en termes de diagnostic et traitement des maladies, mais on est pour cela, dans la mesure où les technologies s'élèvent de manière exponentielle, dans l'absolue nécessité pour l'accession au bien-être et l'épanouissement de l'individu, que nous quittions notre branche ontologique actuelle pour créer une nouvelle espèce, c'est le transhumain. Et pour Dupuy, le transhumanisme est typiquement, qu'on soit d'accord ou pas, on le cite, l'idéologie d'un monde sans Dieu, dont serait tributaire la science. Et en forme de synthèse, les deux dernières diapositives, si vous permettez, donc très rapidement. Il y a 3 niveaux de jugement pour Paul Ricoeur, qui est cité par Corinne Pelluchon dans une réflexion éthique. D'abord, le rapport entre particuliers, incertitude et gestion du risque. Et, comme disait Aristote, toujours très chic aussi, les angles ne sont pas droits, mais sérieusement, dans le livre 2 de l'éthique à Nicomaque, la déontologie, avec l'apport des normes et des droits de l'homme, on veut normaliser, normativer les hommes. On le fera si on fabrique des transhumains, et que deviennent alors les droits de l'homme tels qu'on les conçoit actuellement? Alors il faut les recréer avec un homme nouveau, complètement nouveau. Et la théologie, c'est les fins et les choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et pour qui et pourquoi? Avec des guides pour les programmes de recherche et de développement. Et certains soutiennent qu'on a produire pour comprendre, avant de produire pour vendre. Mais là, on revient à la chaîne dont on parlait tout à l'heure, depuis le chercheur jusqu'à l'utilisateur qui est le patient, sans parler forcément du malade. Et pour terminer, toujours en forme de synthèse, on peut aborder une politique de normalisation et de labellisation adéquate dans un cadre de développement durable et de démocratie, notamment participative. Donc c'est vraiment bottom-up, les modèles du bas vers le haut, avec la création de modèles avec la concertation initiale citoyenne, sans faire pour autant des citoyens experts, c'est pas le sujet. Considérant que l'homme est une espèce dont les droits cessent au moment précis où leur exercice met en péril l'existence d'une autre espèce, d'après Claude Lévi-Strauss, et la sienne propre en particulier. Et puis, une dernière réflexion sur une phrase d'Hannah Arendt, en ce qui concerne l'abolition, ou bien la pérennisation, et l'exploitation au sens le plus noble du terme de l'espèce qui est la nôtre actuellement, avant d'en créer une autre, c'est le nouveau-né introduit de la nouveauté dans le monde. Donc avant de changer d'espèce, faisons en sorte qu'on exploite au maximum, au sens le plus noble du terme, l'espèce qui est d'abord la nôtre. Je vous remercie de votre attention.